Tu n'y vas pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogacar. Ouais, mais voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogacar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le grand débrief des championnats du monde de cyclisme qui ont eu lieu il y a quelques jours à Zurich en Suisse. On a débattu en avant-course et bien sûr ce qui allait se passer. Parfois on a eu raison, parfois on a eu tort et on va voir ça dans ce débrief pendant une bonne grosse demi-heure et bien avec nos deux invités, nos deux forçats de la route du jour pour m'accompagner dans ce vélo podcast débrief des championnats du monde. Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, salut à tous, salut Étienne. Étienne Gourceau de Nico du Sport qui est avec moi aussi. Salut Étienne. Salut Guillaume, salut Julien. Mon cher Guillaume, tu t'es fait voler mon introduction pour le coup. Oui, mais tu sais, il y a ce travail. Non, mais il y a ce travail d'équipe. Il y a ce travail d'équipe et tu sais, il faut valoriser le travail d'équipe. Et je suis pas là pour tirer la couverture dans ce vélo podcast. Donc, mais d'ailleurs, serais-tu en train de dire que Julien est le Yann Tratnik de vélo podcast? Celui qui fait la passe décisive. C'est plutôt bien résumé. Là, pour le coup, c'était plutôt le tacticien de l'équipe néerlandaise. Alors, on va en parler, ça va faire partie de nos sujets de conversation dans ce podcast, les gars. On va parler de ces championnats du monde, donc on va rappeler le palmarès général. Palmarès général avec les victoires de Tadej Pogacar et de Lotte Kopecky dans les courses en ligne, donc senior. Du côté des U23 avec l'Allemand Niklas Behrens et chez les femmes Puck Peters qui l'a emporté, mais la course était mêlée à la course des seniors et chez les juniors, les victoires de Kat Ferguson, la prodige britannique et de Lorenzo Finn, jeune italien, et puis on reparlera très vite fait des mondiaux aussi, des courses en contre-la-montre, mais on en a déjà parlé dans la présentation de la course en ligne des championnats du monde. Déjà, de manière générale, est-ce que ces championnats du monde, ils vous ont plu? Étienne, je vais commencer par toi, parce que Julien, tu étais avec nous déjà dans la présentation de ce podcast où on était avec FP. Étienne, j'aimerais t'entendre un petit peu sur ces championnats du monde de manière générale à Zurich. Alors, quand tu dis plu, est-ce que tu parles du verbe plaire ou du fait qu'il a plu durant toute l'intégralité de ces championnats du monde? On peut aller sur les deux, vas-y. Non, ça a été quand même de très beaux championnats. Alors, je vais me focaliser sur les deux courses élites, femmes et hommes. Deux magnifiques courses quand même, avec des rebondissements, du suspense. On a vu que le parcours était polyvalent, c'est-à-dire qu'il pouvait quand même convenir à plusieurs types de coureurs et de coureuses. Mais au final, il fallait quand même être fort pour s'imposer. Je suis là, je rejoins Étienne là-dessus. Le parcours sur le papier paraissait dur, mais finalement, il était dur. Hein. C'est pas des petits champions du monde, mais quelqu'un de très fort pouvait s'imposer aussi, comme on l'a vu chez les U23 hommes. Hein. C'est pas l'archétype du pur grimpeur comme on pouvait attendre sur ce genre de parcours. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, je te coupe Guillaume, mais en fait, on se fait avoir à chaque fois, quasiment sur chaque parcours. On voit, waouh, 4700 mètres de D+. Ouais, mais c'est sur 270 km. Et c'est pas pareil que quand ça allait sur 170 ou 180 km. Ça veut dire quand même que c'est aussi l'enchaînement des difficultés. C'est pas des grandes difficultés, mais c'est son enchaînement qui fait que ça donne un dénivelé positif assez monstrueux, mais c'est pas un parcours pour grimpeurs. Je veux dire, demain, on fait le même parcours avec une boucle de 20 km avec une côte qui en fait 6. Avec un col qui en fait 6, on aura 7000 mètres de D+. Alors, moi, je voudrais apporter un peu de l'eau au moulin de ce que vous venez de dire. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est pas forcément la difficulté des ascensions, c'est le fait qu'il y a un tel replat pour aller jusqu'à l'arrivée. Et cette phase de transition, elle est importante parce que je dis pas qu'elle annihile les possibilités d'attaque, mais il faut quand même savoir gérer son effort. Et derrière, même au-delà, quand tu as surtout l'ascension en sortie de ville, derrière, avant de redescendre sur Zurich, il y a quand même des parties techniques. Il y a eu quand même des parties techniques, des faux plats en permanence.
Et derrière, ensuite, tu avais une dizaine de kilomètres pour rentrer sur la ligne d'arrivée. Et cette dizaine de kilomètres, finalement, elle a à un moment donné, et je pense à la course des femmes notamment, elle a permis à certains moments de regrouper certains groupes, justement, de regrouper certains coureurs, certaines coureuses. Et le fait qu'il y ait une arrivée non pas au sommet de la côte ou juste après, on va dire, tu sais, comme à l'Amstel par exemple, où tu as l'arrivée après le Cauberg, mais 2-3 kilomètres après le Cauberg, bon, tu attaques, il faut quand même te faire, anciennement, mais il faut quand même parce que bon, tu as une nouvelle boucle maintenant, mais avant, tu avais l'arrivée plus quelques kilomètres après le Cauberg. Tu attaquais et fait quand même résister un petit peu. Tu avais un groupe qui pouvait rentrer. Là, tu avais quand même plus d'une dizaine de bornes après les difficultés, non? Facile même. C'est ça. Alors cette partie qu'on pourrait appeler de récupération, parce que récupération dans le sens où tu récupérais des groupes, hein, pour revenir sur ce que tu disais, c'est un peu la partie finale du chrono individuel, hein, rappelle-toi. Et c'est là aussi que certains ont pu inverser les tendances. Je pense à Grace Brown notamment. Ouais, complètement. Dans les chronos, il y en a vraiment eu qui se sont même d'un autre côté écroulés, hein, dans cette partie finale. Moi, ça me fait plus penser. C'est quoi? C'est sur le chrono des U23 où Ivan Romeo s'impose et c'est Alex Segart qui s'effondre dans le final, non? La transition avec vers Tadej Pogačar, les gars, parce que malgré tout ce qu'on dit, il y en a quand même un qui a attaqué à 100 bornes de l'arrivée et qui l'a emporté sur les championnats du monde. Julien, c'est une performance qui est un peu hors du temps quand même. On n'a pas vu ça très souvent dans les championnats du monde. De mes souvenirs de supporters et de personnes qui regardent le cyclisme, la seule personne que j'avais vu faire ça, elle a d'ailleurs été très peu citée après, c'est Van Vleuten à Harrogate, quand elle gagne son premier titre mondial, où elle était sortie à 2019, un peu plus de 120 bornes de l'arrivée, ouais. Où elle a fait plus de 120 bornes toute seule. Après, alors, moi, ce qui me gêne un peu dans le narratif qu'on lit un peu partout sur la course, c'est tout le monde pense qu'il a fait 100 bornes tout seul, Pogačar. Non, il a été chercher des groupes. Il a fait un petit peu de tracteur pour Sivakov. Non, la performance est quand même exceptionnelle. Après, quoi qu'on en dise, moi, je rentre pas dans les polémiques, pas de preuves, rien. C'est historique et c'est beau à voir. Je trouve que Julien a dit l'essentiel. Et c'est bien qu'il insiste sur le fait que Pogačar, il a pas roulé 100 bornes solo. Tratnik l'a tiré pendant près de 20 bornes. Derrière, il a réussi à se trouver un autre allié de circonstance avec un Pavel Sivakov, alors qui a beaucoup moins roulé que le Slovène, mais qui a donné ces petits relais qui, quand on fait le cumul, on se rend compte que quand Pogačar coince à la fin, ces petits roulets de Sivakov, peut-être qu'ils ont pesé lourd dans la balance au moment de faire les comptes, finalement. Je suis un peu d'accord avec vous, d'accord dans le sens où faut rappeler qu'il attaque alors à 101 km de l'arrivée, ça dépend si on arrondit. Il y a ensuite le relais de Jan Tratnik qui était parti dans un coup précédent. Et derrière, Pavel Sivakov qui était aussi dans ce coup-là, qui lui a résisté, a été le dernier à résister. Et Sivakov a été lâché à combien? Une soixantaine de bornes de l'arrivée, ou peut-être un peu moins, non? Vous avez chiffré 51, il me semble. Ouais, dans la cinquantaine de bornes. Donc c'est vrai que Pogačar n'a pas non plus fait tout seul, mais quand même, il faut quand même faire l'attaque. Il faut boucher le trou. On l'avait vu sur l'Estrade Bianche. Vous vous souvenez, sur l'Estrade Bianche, il attaque à 80 km de l'arrivée, non? C'est ça, il me semble? 80, ouais. Ouais, 80 km de l'arrivée. On sait qu'il était capable de faire ça. Ouais. À Liège-Bastogne-Liège, il attaque à 40? Après la Redoute, là, 35 bornes. Après... 35 bornes de l'arrivée. On sait qu'il est capable de faire ça. Par contre, bon, c'est quoi? Est-ce que c'est la plus grande performance que vous ayez jamais vue sur une course d'un jour, on va dire? Pas sur un grand tour, sur une course d'un jour. Est-ce que c'est la plus grande performance que vous ayez vue, Étienne? Quand tu dis voir, c'est vraiment vu de mon vivant. Bon, c'est-à-dire que les courses des années 70, 80, voire même 50, ça compte pas dans mon esprit. Si c'est le cas, je vois pas, j'ai aucun, enfin, pendant que je parle, j'essaie de fouiller dans mes souvenirs, mais j'ai vraiment rien qui me vient à l'esprit qui puisse être comparable à ce que vient de faire Tadej Pogačar. On a vu des raids, de Mathieu Van Der Poel qui ont lui aussi, Paris-Roubaix, on est un exemple, il part très loin sur Paris-Roubaix aussi. Sur les Flandres, il part de très loin aussi. À chaque fois, il est tout seul.
mais sans borne. Enfin, sans borne. Si Froome, là, quand il va renverser le Giro, il a fait pas loin de 70 bornes solo, il me semble, avec une partie du Finestré, Sestriere et le Jaffero quand même. Je pense que c'est peut-être, mais c'est pas une course d'un jour. Alors je parle bien de course d'un jour parce que c'est vrai que si on remonte dans tout le calendrier, c'est vrai qu'il peut y avoir des raids. Alors, ne me sortez pas Floyd Landis 2006 quand il sort tout seul dès le départ de l'étape, les gars, c'était Evermorzin. De toute façon, il n'a pas gagné cette étape-là dans les palmarès. Donc, exactement. Non, mais c'est vrai que dans une course d'un jour, Julien, c'est assez incroyable de voir ça. Quoi. Moi, ça m'a fait penser aussi à Andrea Taffi en 99 sur Paris-Roubaix. Ouais. On remonte un petit peu, peut-être trop pour Étienne, il était encore jeune. Oui, mais même trop pour Guillaume, je te rassure. Bon, alors, moi, c'est un petit peu lointain comme souvenir. Andrea Taffi, tu peux nous rafraîchir la mémoire ? Il est sorti, pareil, un petit peu avant Mont-Saint-Pével. Le final n'avait pas tellement changé depuis. Il doit faire quelque chose comme 48 bornes tout seul devant. Ouais, mais Sagan, Van Avermaet, quand ils gagnent, ils font aussi 50 bornes solo finalement. Sagan, oui. Ouais, Sagan, il a 10 liés dans la roue, mais même pas, c'est Philippe Gilbert qui a 10 liés dans la roue. Non, c'est 10 liés, Sagan. Gilbert, c'était Polite. Ouais, donc Sagan a 10 liés dans la roue, mais 10 liés ne passe aucun relais, donc c'est comme s'il était solo. 10 liés qui était de l'échappée matinale à l'époque. Andrea Taffi, époque Mapei, si je ne me trompe pas, où il y avait eu un incroyable triplé des Mapei. Alors c'était quelle année ? C'est cette année-là, avec Bortolami aussi, il me semble. Non, ça c'était 96. C'était 96 ? Ouais, 99, Bortolami c'est quand il gagne Museu avec son beau maillot de champion d'Italie. Oui, mais Bortolami, Museu et Taffi, c'est 96, c'est bien ces trois-là ? C'est bien ces trois-là, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça. Dans le bon ordre d'ailleurs. Museu, Taffi, Bortolami. Ouais, exactement, donc 96. Après Pogačar, si on remonte un petit peu, ça peut un peu faire penser à Bernard Hinault, Liège-Bastogne-Liège. Cet incroyable effort en solitaire, sous la neige, où il va perdre une partie d'un doigt. Ça va rentrer dans la légende et dans ce genre de légende aujourd'hui, dans laquelle est Tadej Pogačar, où il va quand même apporter une nouvelle pièce à son palmarès. Il se rapproche petit à petit de la fin du jeu, mine de rien. J'ai vu passer quelque chose juste après les championnats du monde où il y avait une liste maintenant des courses qui lui restaient à remporter pour tout remporter. Il a déjà remporté donc des championnats du monde, il a remporté 2 des 3 grands tours. Dans les monuments, il y a la course avec Mathieu Van Der Poel, où il en est d'ailleurs maintenant. Est-ce que Pogačar a passé Van Der Poel, parce qu'on se disait pendant quelques temps, Van Der Poel, il a été champion du monde, Pogačar ne l'a pas été. Sur une course d'un jour, Van Der Poel est encore devant Pogačar. Est-ce que c'est encore le cas ? Julien, est-ce que pour toi, est-ce que Pogačar, avec ce titre de champion du monde, est passé devant Mathieu Van Der Poel dans la hiérarchie des coureurs de course d'un jour ? Il lui manque quand même Pogačar, la plus belle, enfin pour moi, je pense pour beaucoup de suiveurs, la plus belle. Il lui manque Paris-Roubaix. Qui est peut-être dans le jeu des monuments à gagner, qui est peut-être la plus facile entre guillemets pour lui à gagner qu'un Milan-San Remo. Milan-San Remo, il faudrait qu'il sorte d'hyper loin limite de la Cipressa. Alors, je te relance sur ça. Est-ce que ce qui vient de se passer au championnat du monde et ce qu'il a fait au Strade Bianche, on va pas avoir un avant-goût de ce qui va se passer au prochain Milan-San Remo où Pogačar va se dire écoutez, je vais sortir dès la Cipressa. Tu penses, Julien, que ça peut lui mettre ça dans la tête ? Alors, le problème de Milan-San Remo, c'est que c'est pas une classique comme les autres, je trouve, dans le sens où sur un Liège-Bastogne-Liège, ok, c'est les punchers. Sur les Flandriennes, c'est les Flandriens. Que là, t'as quand même des sprinters qui sont impliqués. Donc, avec des trains qui sont encore là, justement, dans la Cipressa, qui arrivent à passer jusque la Cipressa. Faudrait que, en fait, pour la UAE, la Cipressa sur la ligne d'arrivée. Le problème, c'est que ça fait combien d'années que quelqu'un n'a pas gagné en partant de la Cipressa sur Milan-San Remo? C'est pareil, on parle de ce qu'on a vu de notre vivant, mais je pense qu'il faut remonter certainement aux années 90 pour avoir quelqu'un qui s'envole de la Cipressa et qui va gagner la course. Alors sachant que le parcours a quand même été modifié aussi. Le parcours a été quelque peu modifié ces dernières années, mais dans l'histoire récente, j'ai pas vraiment de souvenir de quelqu'un qui a attaqué la Cipressa et qui a gagné, parce que ça veut dire qu'il faut résister. Donc il faut attaquer dans la Cipressa, il faut résister entre la Cipressa et le Poggio, résister dans le Poggio et résister de la descente, du bas de la descente du Poggio
jusqu'à l'arrivée. Voilà, ça fait quand même quelques kilomètres, mais aujourd'hui Pogačar, il est quand même dans une partie de sa carrière où il va pouvoir, je vais pas dire se faire plaisir, mais il y a des défis quand même assez énormes, et ça me fait penser un peu à ce qu'a dit LeBron James dans le Media Day de présentation des Los Angeles Lakers cette semaine, où un journaliste lui pose la question et il lui dit qu'est-ce qu'il vous reste à accomplir maintenant dans votre carrière? Le gars il fait rien, j'ai tout fait moi, j'ai pratiquement tout fait. Et Tadej Pogačar pourrait à un moment donné dans sa carrière arriver à ça. Étienne, toi je te pose la question si Étienne, dans le positionnement de Pogačar par rapport à Van Der Poel, Pogačar est allé gagner sur les terres de Van Der Poel au Tour des Flandres, là où pour l'instant Van Der Poel n'est pas allé gagner sur les terres de Pogačar, et je pense notamment au Tour de Lombardie. Est-ce que pour toi ça te suffit pour dire que Pogačar, avec ce titre de champion du monde, est maintenant devant Van Der Poel? Je souris parce que tu as utilisé la comparaison de LeBron James, et LeBron James, il approche des 40 ans, et ça me permet quand même de rappeler que Pogačar a tout juste eu 26 ans. Donc s'il a envie de continuer encore 10 ans, ça peut faire vraiment très très mal s'il garde le même niveau qu'il a actuellement, ou même s'il progresse. Pour revenir sur ce que tu disais, Guillaume, oui, je pense que maintenant, avec cette victoire au championnat du monde, qui, une nouvelle fois, était presque autant sur les terres de Van Der Poel que l'inverse, on peut dire vraiment qu'il l'a passé. C'était pas le cas, et même, on pouvait quasiment dire qu'à un moment, notamment après Paris-Roubaix, que c'était Van Der Poel qui avait repris un sérieux avantage. Il l'avait contenu à Milan-San Remo. C'est grâce à Van Der Poel que Philipsen gagne la course. Il fait le doublé ronde Tour de Paris-Roubaix en lâchant 2 masterclass sur les 2 courses où il est vraiment monumental. Sauf que depuis, il y a eu ces championnats du monde. Il y a eu Liège-Bastogne-Liège. On sait que le Lombardie, si tout va bien, il y a quand même de grandes chances que Pogačar aille au bout et remporte quand même un 4e Tour de Lombardie consécutif. Même si Van Der Poel se présente au départ pour battre Pogačar. Et qui sera pas le seul, parce que d'autres coureurs ont cette prétention aussi. Et peuvent, sur la forme des championnats du monde, bien évidemment, oui. On a vu quand même quelques beaux coureurs, je pense à Ben O'Connor, je sais pas s'il fait le Lombardie, mais s'il le fait, il peut y briller. Il a été très excellent au championnat du monde, mais c'est pas. Ben O'Connor le fait. C'est la question que je me suis posée. J'ai pas osé le citer parce que j'étais pas sûr. Maintenant que t'as envoyé la patate chaude, je te laisse t'en débrouiller. Je vais regarder ça, mais je me pose la question oui, normalement. Normalement, Ben O'Connor fait le Tour de Lombardie. Ouais. Moi aussi, je me suis posé la question. C'est pour ça que j'ai pas osé l'évoquer. Mais dans tous les cas, Pogačar est archi favori. Donc, on peut présumer qu'il y a quand même de bonnes chances qu'il rajoute un 4e Tour de Lombardie. J'insiste encore une fois sur le fait qu'il en gagne 4 consécutifs, parce que je pense que si on remonte le palmarès, il y a peut-être Fausto Coppi, et encore je ne suis pas sûr, mais pour 4 Lombardies consécutifs, c'est une performance qui est stratosphérique. Même je crois qu'il serait le plus grand vainqueur du Tour de Lombardie, il reviendrait égalité avec Coppi, il me semble même. Je vais regarder ça aussi. Coppi, là, j'avais fait carrière, de toute façon, on le sait. Non, c'est sûr. Mais dans tous les cas, voilà, on parle d'un exploit là aussi monumental. C'est pas la plus sexy des classiques, des monuments, le Lombardie, parce que elle est moins aléatoire. C'est quand même un domaine réservé aux grimpeurs, aux purs grimpeurs de plus en plus. Mais il n'empêche que personne n'a réussi à la gagner 3-4 fois consécutivement. Donc là aussi, ça situe l'exploit. Et s'il en gagne une 4e, il prendra encore de l'écart sur Van Der Poel. Coppi, 4 fois de suite entre 1946 et 1949. Il en remporte un 5e Tour de Lombardie en 1954. Fausto Coppi, le plus grand vainqueur du Tour de Lombardie. Voilà pour le palmarès. De toute façon, quand il y a une question sur le vélo, la réponse, c'est très souvent Fausto Coppi ou Eddy Merckx. Ou Bernard Hinault, peut-être aussi parfois, mais Coppi ou Merckx, forcément. Mais si on va avancer un peu, parce qu'on vient de classer Pogačar quand même parmi les plus grands, et on fera des podcasts de bilan de fin de saison, et on se rendra compte que ce qu'a fait Pogačar cette saison est assez monumental, dans tous les sens du terme. Mais il faut quand même parler de la tactique de course, parce que si Pogačar a été énorme et l'a emporté, c'est aussi parce que derrière ils se sont complètement loupés. Et alors je vais quand même pas dévaluer ce qu'a fait Ben O'Connor, parce qu'on va parler surtout des Belges et des Néerlandais derrière, mais juste avant de parler d'eux, Ben O'Connor 2e. D'ailleurs Étienne, je te relance dessus. Ben O'Connor, sacrée saison, hein. Ben O'Connor, il fait 4e du Tour d'Italie, 2e du Tour d'Espagne, il fait 2e de l'UAE Tour, 5e de Tirreno, 2e du Tour des Alpes, et il fait champion du monde du relais mixte en contre-la-montre et 2e de la course en ligne des championnats du monde. Il est dans le top 10 mondial cette saison et clairement pas à la 10e place. C'est une année
énorme pour celui qui va partir de la Decathlon AG2R, la Jayco Alula, pour la saison prochaine, Étienne. C'est surtout une année, alors c'est une année énorme, mais c'est une année constante, parce que tu peux être énorme sur une course. On a vu des fois Ben O'Connor sortir un peu du bois, comme en 2021 quand il fait 4e du Tour. Il fait une bonne année enfin, il fait des bons trucs auparavant, mais il n'y avait rien qui laissait présager à ce qu'il fasse podium. Alors ok, il y avait cette histoire d'échappée dans l'étape de Tignes où il reprend énormément de temps quand il gagne, mais il n'empêche que derrière, à part au Ventoux où il a une défaillance, il est tout le temps dans le top 5, top 6 des grimpeurs de ce Tour de France. Mais là, il est constant. Ses premiers faits d'armes, c'est au mois de février sur l'UAE Tour, dont je rappelle qu'il lui manque pas grand-chose pour s'adjuger la course. Derrière, il est costaud sur le Giro, il est costaud sur la Vuelta où, mine de rien, il a quand même mis du temps avant d'être renversé. Et il fait 2e et il est encore là au championnat du monde. Donc, c'est important cette constance parce que je dis pas que c'est facile d'être bon sur 1 ou 2 mois, mais on sait que c'est encore plus dur de l'être tout au long de l'année. Julien, on passe à la concurrence derrière. Est-ce que la victoire de Pogačar, c'est aussi et peut-être surtout la défaite des Néerlandais et un poil plus important aussi des Belges? Je pense qu'on peut dire ça parce que il y avait plus grand monde au moment où il y a plus grand monde qui pouvait aller au moins chasser Pogačar quand il est sorti. Les Belges étaient déjà bien reculés dans la file. Les Néerlandais idem. Quand tu vois que à 2 tours de l'arrivée, il y a plus que Evenepoel et Van der Poel pour essayer justement d'essayer de réduire l'écart. C'est que forcément il y a un manqué dans ces équipes-là. Après, il n'y a pas que. Quand tu vois que les États-Unis s'alignaient aussi avec une belle équipe, la Suisse pouvait accompagner sur le papier Hirschi beaucoup plus longtemps. Je pense que on focalise beaucoup sur les Belges et Néerlandais parce que Evenepoel, Van der Poel. Il y a d'autres équipes et celles que j'ai citées et notamment la France aussi qui a eu quelques ratés sur ce championnat du monde. Pour la France, il faut pas oublier qu'ils prennent quand même un sacré coup sur la cafetière avec l'abandon d'Alaphilippe sur chute, qui était, on peut le dire, c'était le leader désigné, il était quand même en bonne forme. Faut pas oublier qu'il y a pas les oreillettes, donc on peut pas se réorganiser comme ça. Je pense qu'ils ont tous pris un coup au moral, et encore plus sans oreillettes, c'est dur de se réorganiser à ce moment-là. Donc j'ai plus tendance à pardonner l'équipe de France, et franchement, c'est pas mon côté chauvin, mon côté franchouillard qui parle. Là, pour le coup, j'ai plus tendance à pardonner à l'équipe de France qu'à une équipe de Belgique où les mecs, ils explosent en 20 bandes, ce qui est clairement pas normal. Quand il y a des coureurs du calibre comme de Stuyven, Benoot, Wellens ou même Van Gils, les mecs, ils disparaissent en 20 bornes, ils roulent. Il y a que Campanas qui roule vraiment, un tout petit peu Van Gils, et derrière, ça disparaît. Ça, c'est pas normal. Les Pays-Bas, ils sont bien armés, les Américains sont bien armés aussi. Euh, Tout ça finalement, mais ils sont pas. J'ai l'impression que chacun. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que quand Pogačar attaque, j'ai l'impression que déjà les autres, ils ont perdu quasiment. Non, mais alors je te relance sur ça, Étienne, parce que est-ce que pour moi la défaite tactique des adversaires, c'est que quand Pogačar attaque, tout le monde panique et les équipes se désorganisent complètement. Et il a fallu 10-15 km pour que les équipes se réorganisent, alors que tu peux te dire, Pogačar attaque, on est à 100 km de l'arrivée, si tactiquement t'es sûr de toi, t'as le leader qui fait pas de panique, Pogačar, ok, il vient d'attaquer, il l'a avoué après l'arrivée, c'est une attaque stupide, peut-être aussi et surtout une réponse à ce qui se passait auparavant où ça flinguait un peu dans tous les sens et peut-être que Pogačar il en a eu marre, mais si les équipes restent en ordre de marche et ne se désorganisent pas au moment où Pogačar attaque et ne mettent pas 15 km à réagir, peut-être qu'il laisse Pogačar à 20-30 secondes devant et au final ils peuvent revenir dessus. Après moi son argumentaire de l'attaque stupide j'y crois moyen, je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait et apparemment il devait attaquer dans le dernier tour. En tout cas ouais. dans les 2 derniers tours. Oui, c'est pas la première fois qu'il attaque de loin quand même, donc toute raison gardée, je me méfie un peu de la communication. Oui. Voilà, c'est aussi pour alimenter un peu sa légende. Pogačar était quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui sait très bien communiquer aussi. Faut quand même le reconnaître. Oui. Déjà, la première erreur, c'est Van der Poel, il est 30e. Je veux pas faire de la pub pour Dico du Sport, mais j'ai écrit un article à ce sujet où j'ai détaillé justement les choses. Donc, je vous invite à le lire. Mais
Van Der Poel, il est pas dans la roue, Evenepoel, il est carrément au milieu de peloton. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Enfin, il y a un 400 moment, km de l'arrivée quand même, oui, mais Étienne. on sait qu'il est capable de le faire. C'est ce que je dis. Enfin, il l'a fait au Strade Bianche à 80 bornes. On sait, un gars comme Pogacar, et c'est ce que fait très bien Vingegaard. Vingegaard, même à 150 bornes, alors ça c'est critiquable, mais même à 150 bornes de l'arrivée, Vingegaard, il est dans la roue de Pogacar. Il le lâche pas. C'est-à-dire que si Pogacar descend de l'hôtel pour aller pisser, Vingegaard le marque à la clé, mais on en rigole, mais c'est vrai que ça peut être critiquable, mais en attendant, même sur le Tour de France 2024, ça s'est observé. Dès que Pogacar démarrait, Vingegaard était dans la roue. Alors, Pogacar était plus fort physiquement, donc Vingegaard n'a pas pu accrocher, mais il n'empêche que il était là où les autres, lors des championnats du monde, ils n'étaient pas là. C'est là, s'il y a bien une chose à faire à un Tadej Pogacar, d'autant que sa première attaque, elle est belle, mais elle n'est pas non plus hyper tranchante. Un Andrea Baggioli, qui est un bon coureur, mais qui n'est pas un furieux classé, il revient dans la roue. Donc c'est possible, à ce moment-là, c'était possible de revenir dans la roue si tu étais un minimum bien placé. Et moi, je pense que si soit Van Der Poel ou Evenepoel sont dans la roue de Pogacar, Poggi coupe son effort et la course est totalement différente. Sauf que là, il a pris 10 mètres. Et comme tu dis derrière, ça s'est totalement affolé. Et à partir de là, c'est foutu. Le temps que ça se réorganise, t'as laissé une minute à Pogacar. C'est le meilleur coureur du monde et c'est peut-être un des meilleurs coureurs de tous les temps. À partir de là, c'est mort, terminé. Julien, dans ce que je disais avec cette capacité à paniquer de la part des adversaires, et on va passer à la course féminine juste après, parce qu'il y a un point commun dans la défaite tactique, et notamment des Néerlandais face aux autres. Tu penses, toi, que les Belges et les Néerlandais ont paniqué, ou est-ce qu'ils auraient dû rester en ordre de marche pour réagir, mais de manière plus calme? Ça les a désunis. Étienne l'a bien dit, ils ont paniqué derrière. Ils ont paniqué, mais à partir du moment, de toute façon, où tu laisses 10, 15 secondes à un Pogacar, tu sais que si tu réagis pas tout de suite, c'est mort. On l'a vu à Liège, on l'a vu au Strade, on l'a encore vu dimanche dernier. Tu laisses pas partir un Pogacar. C'est faute professionnelle. Tadej Pogacar qui rentre dans la légende, premier titre de champion du monde. Il succède donc à Mathieu Van Der Poel, à Remco Evenepoel, à Julien Alaphilippe. Ça fait quand même un beau palmarès, à Mads Pedersen dans le passé aussi. Ça fait quand même un beau palmarès de champion du monde. Tadej Pogacar première, Lotto Kopecky deuxième. Et là, Julien, Lotto Kopecky qui récidive, nouvelle fois championne du monde. Et là, on est clairement dans le type de coureuse qu'on n'imaginait pas forcément totalement à son aise sur ce genre de parcours, mais qui a réussi à l'emporter aussi. Je pensais qu'elle aurait eu du mal. Elle-même l'a avoué qu'elle a failli ne pas rentrer sur Vollering. C'est parce que ça temporise devant qu'elle a cette chance-là. Et c'est ce qu'on disait en préambule sur le parcours. C'était pas non plus, c'est un parcours où quelqu'un de costaud pouvait s'imposer. Alors, en plus d'être suffisamment fort pour s'imposer, elle était super intelligente, Lotto Kopecky. Elle a pas joué le jeu, elle a pas joué au jeu des Néerlandaises. Il y avait Gekier devant, vas-y, roule. Moi, comme ça, je reste tranquille dans les roues. Je vais pas saboter la tactique. T'es devant et je vais rester. Je vais me faire ramener sur le groupe de tête. Étienne, magnifique disaster class des Néerlandaises, victoire de Lotto Kopecky. Elle a très bien su jouer le fait que Demi Vollering, comme dans beaucoup de courses cette saison, je trouve d'ailleurs, y compris certaines qu'elle a gagnées, était très nerveuse. C'est-à-dire que Demi Vollering, elle a trop voulu montrer qu'elle voulait gagner à tout prix, et en général en vélo, quand tu veux gagner à tout prix, tu perds. Parce que tu fais des erreurs, tu t'impatientes, et enfin tout ce qu'a fait finalement Demi Vollering en fait sur la course. Derrière Kopecky, c'est clair qu'elle a été largement moins forte parce que elle se fait lâcher, et on voit, je crois que c'est Ryan Marcus qui la lâche pour revenir d'abord dans le groupe, et après seulement Lotto Kopecky revient avec Marianne Vos dans la roue, profitant de cette temporisation que Julien évoquait un peu en amont. Mais c'est clair que si Demi Vollering est plus calme, plus patiente, elle a la gagne dans les jambes. Mais il est clair que Lotto Kopecky a très bien su jouer sur le fait que sa coéquipière tout au long de l'année était vraiment pas sereine ce jour-là. Julien, on a quand même une Demi Vollering qui est très nerveuse cette saison, je trouve. Et je rebondis sur ce que vient de dire Étienne. À la fois dans son équipe SD Works qu'elle va quitter, pour l'instant, on ne sait pas qui. On verra. Normalement, c'est FDJ Suez, mais l'officialisation n'est pas encore tombée. À
à la fois donc nerveuse à l'SD Works avec, on sait, cette lutte interne avec Lotte Kopecky, et puis j'ai même envie de dire à l'intérieur même de l'équipe des Pays-Bas, où Demi Vollering avec le reste de l'équipe, c'est pas forcément l'entente cordiale. Elle est tactiquement en dessous des autres, et c'est ce qui l'a fait perdre sur ces championnats du monde, tu penses? Le problème de Demi Vollering, comme beaucoup de coureurs de cette génération actuelle, c'est que dès que t'as pas d'oreillette, t'es perdu. Certes, il y a eu des coups cette année où elle était un peu en retard, toujours avec un petit temps de retard, que là, elle était vraiment carrément en retard, et c'est même, je pense que c'est elle qui fait perdre, ne serait-ce qu'une Marcus qui aurait pu aller au bout avec Gekier, hein, sans problème, ou qui fait perdre une Voss qui revient sur Marcus. Oh oui. Donc, mais ça s'était déjà entreaperçu aux Jeux Olympiques, où l'équipe des Pays-Bas, c'est un peu la stratégie qui est tant décriée, qui est la stratégie Ezeworks. Si je gagne pas, personne ne gagne. Tu vois un peu la logique. Même sur le Tour de France, finalement, parce que elle part dans j'allais dire le Granon, non, elle part dans le col du Glandon, où elle est vraiment monstrueuse, elle est Mario Jones virtuelle, et quand elle voit qu'elle n'arrive pas à lâcher Paulina Royackers, elle s'affole, on sent qu'elle gamberge à ce moment-là, et ces moments de gamberge, ça lui coûte aussi le Tour de France, quelque part. Et là, pour le coup, et pourtant, il y avait quand même des oreillettes. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a un talent monumental, mais dès qu'il y a un petit grain de sel de sable dans les rouages, j'ai l'impression qu'elle perd tous ses moyens, et elle perd aussi, ça se traduit aussi dans ses capacités physiques finalement. Quand on dit que le corps et le mental sont liés, je pense que dans son cas, c'est plus que jamais vrai finalement. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Dès que ça ne va pas pour elle, c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, c'est un peu compliqué, mais il faut pas oublier aussi que, comme tu disais tout à l'heure, Tadej Pogačar n'a que 26 ans. Elle n'est pas très vieille non plus, Demi Vollering. 28 ans au mois de novembre. Ouais, tu vois, c'est pas. Elle a encore beaucoup à apprendre, surtout qu'elle arrivait sur le tard dans le milieu professionnel. Tout à fait. Très rapidement, pour terminer en 30 secondes, Julien, Lotte Kopecky qui remporte ses championnats du monde pour la deuxième fois de suite. Elle est clairement sur le toit du monde aujourd'hui. Elle n'était pas vraiment la plus forte aussi sur cette course. Elle a été très intelligente pour l'emporter. Elle a été très très intelligente. On l'a dit auparavant. Elle bénéficie du travail de Gekier, qui pour moi. C'est pas une révélation parce qu'elle avait déjà montré de belles choses l'année dernière, mais qui est vraiment une affirmation une grosse au niveau. Confirmation. Ouais. Cette fille, elle a un talent fou, bien drivé, elle peut aller loin. Kopecky est sur le toit du monde. Je dirais, il lui manque une marche, le Giro cette année. Elle battait Longo Borghini cette année. Là, tu la mettais sur le toit du monde cette saison. C'est peut-être ce qui va lui faire perdre d'ailleurs son vélo d'or. Et c'est là où ça me dérange un petit peu, parce que ça veut dire que si elle perd le vélo d'or pour ça, c'est-à-dire que c'est un peu matrixé par le fait qu'il y ait le Tour de France, alors que l'année que fait Lotte Kopecky, elle va avoir 29 ans au mois de novembre, et enfin, Kopecky, ce n'est pas une grimpeuse, et c'est dans la progression à venir qu'elle est amenée à remporter des grands tours. Elle est encore dans cette progression-là. Je trouve que ce serait dommage qu'elle perde le vélo d'or pour ça, mais bon, ça, on verra un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines et prochains jours avec donc la remise du vélo d'or. Il nous reste, messieurs, 1:30 pour terminer ce podcast. L'occasion de rappeler très rapidement les classements quand même de ces championnats du monde. Chez les hommes, la victoire de Pogačar, le podium avec Ben O'Connor et Mathieu Van Der Poel qui fait 3e. Mathieu Van Der Poel qui s'est affiné pour ses mondiaux et qui fait finalement 3e. 4e Skuins, 5e Evenepoel, ultra nerveux. Premier français Romain Bardet, 10e. Chez les femmes, la victoire de Lotte Kopecky devant Chloé Deigert et Elisa Longo Borghini que j'avais placé en favorite, qui fait 3e, première française Juliette Labousse, 12e chez l'U23, la victoire de Puck Peters. Puis on a rappelé le palmarès en début de podcast, avec notamment la victoire de Kat Ferguson chez les juniors femmes. Gros talent à suivre, Kat Ferguson, qui, la britannique, est à la Movistar. Attention, gros talent à venir. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci Julien, merci Étienne pour ce débrief des championnats du monde. Merci. Et continue à nous écouter, hein, on est bien là-dessus. Mais oui, on est très bien. Merci à toi Guillaume, merci à toi Julien. Du coup, c'était un plaisir de revenir sur le podcast. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas pu participer. JO oblige, un programme assez démentiel tout au long de l'été.
Mais c'était un plaisir de revenir parmi vous. C'était le premier que je fais avec toi en plus, Julien aussi, donc c'était sympa de pouvoir échanger ensemble directement et pas que sur les réseaux sociaux. Merci messieurs, on se retrouve très bientôt dans Vélo Podcast avec le Tour de Lombardie, Paris Tour, ça va arriver là dans les prochains jours pour clôturer cette saison. Vélo Podcast disponible sur les réseaux sociaux, Instagram, X, Twitter, Facebook, sur les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer et puis aussi sur notre chaîne YouTube. Vélo Podcast, ciao ciao, à bientôt.